Allô! Vous écoutez le podcast Espace Liminal où on vous parle de changement de vie, de bouleversement, de transformation. C'est moi, Caroline et Isabelle. Nous voici au 6e épisode. Nous arrivons en phase de reconstruction et nous sentons la fin approcher. Celle du podcast et de notre corridor. Pendant la traversée, vous vous êtes déconstruit, ouvert aux possibilités et avez permis à tous les éléments du corridor de vous transformer. Vous avez délaissé des morceaux en chemin. Vous avez identifié ceux qui vous correspondent. Vous en avez même trouvé de nouveaux et maintenant, vous les assemblez. C'est un jeu d'essais et d'erreurs. Certains morceaux s'emboîtent bien, d'autres moins. Mais vous reprenez forme tranquillement et vous continuez d'avancer. Parfois maladroitement parce que c'est pas encore solide. Mais c'est à ce moment que vous arrivez au seuil d'une porte. Cette porte a du sens. Et pour vous, vous le savez au fond, vous entendez les bruits de l'autre côté et c'est excitant, sauf que vous prenez aussi conscience que votre assemblage est incertain et chancelant. Mais vous ouvrez quand même la porte. Bienvenue en phase de reconstruction. Allô Isa! Allô Caro! En reconstruction, Oui, on arrive proche de la fin. vraiment. La réflexion qui me venait là spontanément, c'est qu'à mesure des épisodes, on dirait qu'on est dans cette énergie-là de la reconstruction. Et là, ça donne que toutes les deux, on vit de la reconstruction. Fait qu'on peut en parler de façon très incarnée, là, très vibrante parce que ça nous touche là, concrètement en ce moment. Parle-nous de ta reconstruction professionnelle. Comment j'ai vécu la reconstruction? Ça a été la confirmation que ça allait être de la création que j'allais faire. C'est comme si je le savais, ça faisait longtemps, mais que j'osais pas l'assumer. Dans l'exploration, clairement, je ne faisais que ça. Je faisais des affaires. Je faisais des affaires. Ça a confirmé que c'était sûr que ce morceau-là, je le gardais. Je pouvais pas faire autrement. Je mettais le doigt dessus, que ce morceau-là, il me le fallait si je voulais être énergisée. Mais en même temps, plus que tu dis oui, ça va être ça, plus que le doute apparaît. On dirait qu'en exploration, il y a moins de place au doute, alors que là, quand tu fais « je choisis ça », c'est comme si tu renonces... Oui, à d'autres possibilités. Au champ Parce que faire un choix, c'est renoncer c'est aussi au reste. Je trouvais ça très frustrant. De choisir? Oui. Je me sentais un peu bousculée de devoir faire un choix, de devoir me commettre. J'ai toujours été dans cet esprit-là, un peu le champ des possibles, de rêver, de... Justement, cette vie-là de création, c'est comme si elle était magnifiée dans ma tête, elle était un peu romantisée. Oui. Alors là que tu allais la mettre à l'épreuve, tu allais la concrétiser et c'est impliquant parce que ça aussi, c'était épeurant de dire et tout à coup que je me trompe et tout à coup que je suis pas si faite pour ça. Tout engagement, en fait. Hein? Mais c'est ça. J'avais écrit une phrase qui m'a vraiment marquée. En choisissant ça, tu vas le coller à la réalité puis il va perdre de son lustre. Ouais. C'est exactement ça qui arrive dans la reconstruction. Quand tu choisis le morceau, juste de le choisir, tu le sais qu'en partant, il va falloir que tu l'assumes plus tard. Parce que les possibilités sont pleines de fantaisie. On peut y projeter plein de choses de nous, des autres, des choses, puis de dire, OK, j'ai mis en gage, donc là, je vais être dans la réalité. Et ça peut faire peur, ça peut insécuriser, ça peut créer des doutes, comme tu le dis. Je me sentais en lutte à l'intérieur de moi. Il y avait l'espèce de voix de doute, de critique. Il y avait aussi la voix de la foi qui avait très confiance, qui était « j'assume ça, je me rends sujet ». La fraîche, finalement. La petite fille fraîche prenait sa place. Qui prenait sa place. Les deux à l'intérieur existaient, puis même que je me suis rendu compte que ces parties-là de moi, c'était les morceaux, en fait, qui s'emboîtaient, que les nouveaux morceaux dont je parle dans la narration du début, c'est ça, c'est un peu comme si à l'intérieur de moi, ils se parlaient toutes ces parties-là tout d'un coup. Et il y en a une plus mature, une nouvelle, qui venait d'arriver. OK. Qui s'est manifestée dans l'exploration, dans l'espace liminal. C'est mon adulte. C'est ma maman, c'est ma
ma réunifiante, je ne sais pas comment l'appeler, mais elle est plus omniprésente. C'est elle qui va un peu parler à toutes ces parties-là de moi. Dire, qu'est-ce qui t'aiderait à continuer d'être investi, mais sans flancher puis arrêter? Mais ça me fait penser, tu sais, au livre No Bad Parts, où il parle de The Internal Family System. Puis c'est comme si là, tout à coup, il y a une voix bienveillante qui est capable de dire, OK, telle partie, tu veux de la sécurité, là, t'as peur, mais je te rassure que oui, moi aussi, c'est important. La sécurité, on la met pas de côté, mais on va avoir le courage aussi d'être aligné avec nos aspirations profondes, avec nos talents, on veut les mettre en valeur. Fait que c'est de commencer à être capable de réconcilier les parties de nous, celle qui a besoin de vitalité, celle qui a besoin de sécurité, celle qui a besoin de s'exprimer. Nous l'avons vu dans les précédents épisodes, la présence d'événements désorientants ébranle non seulement notre environnement, mais aussi notre structure interne, notre fonctionnement, ainsi que nos relations. Le concept de résilience, qui est maintenant largement reconnu, est cette capacité d'accepter d'être déstabilisé devant l'adversité pour ensuite rebondir et retrouver son fonctionnement initial. Le concept de croissance traumatique, proposé plus récemment par Calhoun et Tedeschi et propagé au Québec par la psychologue Brigitte Lavoie, va plus loin. La croissance traumatique permet de développer un fonctionnement plus élevé que celui d'avant. Elle signifie qu'on arrive, suite à un événement traumatique, à expérimenter des changements positifs et importants comme une plus grande appréciation de la vie, un changement du sens des priorités, des relations plus chaleureuses et intimes, un plus grand recours en ses forces personnelles et la reconnaissance de nouvelles possibilités ou chemins de vie. Les gens qui seraient plus susceptibles de vivre une telle croissance plutôt qu'un syndrome de stress post-traumatique seraient ceux qui nourrissent une spiritualité, qui ont un bon soutien social, qui révèlent leurs émotions et qui acceptent les situations qu'ils ne peuvent pas changer pour orienter leur énergie vers celles sur lesquelles ils ont du pouvoir. Dans l'espace liminal, ce ne sont pas nécessairement des traumas qui nous y projettent, mais des déclencheurs importants qui menacent notre sens de soi, notre compréhension du monde et notre place dans ce dernier. Alors, plutôt que de parler de croissance traumatique, nous proposons ici le terme de croissance liminale. En effet, l'espace liminal sollicite non seulement notre capacité de résilience, mais nous offre une occasion de vivre un processus de changement profond, significatif et positif. Un élément central de cette croissance liminale est la réunification et la réorganisation du soi. Selon Jung, le soi est cette entité qui préserve la congruence et la continuité de l'identité. Le soi est ainsi chargé de regrouper et d'harmoniser les parties fragmentées de la personnalité. Il doit réintégrer les parties d'ombre mal aimées qui ont été refoulées et abandonner les parties construites pour plaire ou se protéger. Ceci afin de retrouver son true self, son soi authentique, c'est-à-dire une version de soi plus vraie, plus connectée, plus unifiée et plus définie. Certains vont jusqu'à dire que le soi peut être considéré comme un Dieu intérieur, puisqu'il nous pousse vers la plénitude et notre connexion à notre essence, aux autres, à la nature, à plus grand que soi. Nous sommes donc maintenant en phase de reconstruction. C'était souvent en rassurant la partie qui a le goût d'être raisonnable. C'était de dire, notre balado, s'il fait plaisir puis il fait du bien à une personne, ben je vais être satisfaite. De défaire mes attentes. Oui. Parce que dans l'exploration, je me suis bien rendu compte que tout le monde s'en fout un peu de toi. Fais ton affaire et pas d'attente. Moi, ça amenait calmer la voix plus anxieuse, qui n'était pas juste anxieuse, qui était dans de la prudence aussi. Oui. Elle n'était pas que mauvaise, cette voix-là. Parce que justement, elle m'enlevait ces attentes-là. Alors qu'il y a des personnes qu'eux, ils font des projets en se disant, moi, je veux aller aux Oscars. C'est parfait d'avoir cette pensée-là, mais moi, je peux pas. C'est quoi les messages, les discours que je dois avoir qui m'aident, moi, personnellement? Si moi, j'ai un discours, je m'en vais aux Oscars,
je vais rester dans mon sous-sol. Ça va te paralyser. Oublie ça. Ouais. Je ne peux pas fonctionner avec un discours comme celui-là. Fait que toi, de dire, écoute, je le fais parce que ça a du sens pour moi. C'est ça. Puis en t'enlevant cette pression-là, ça te permettait de le faire. Donc, concrètement, ça ressemblait à quoi? Là, je me suis vraiment investie dans un projet que j'avais débuté avec une amie, un projet de série web. Et je t'ai proposé de faire un balado. Oui. C'était les 2 projets de fin d'espace liminal, d'exploration et de reconstruction. Ça a été mes 2 moments de tentative. Je lance les lignes à l'eau, puis on va voir si ça mord. C'était un peu un test avec la vie. Parce que c'est dur à assumer de faire un gros changement. Justement, il va perdre du lustre, je vais l'amener dans la réalité. Et j'avais besoin de voir la réaction. Est-ce que ça allait te valider? Oui. Est-ce que les portes allaient s'ouvrir? De dire, moi, j'ai fait ma part, je vais laisser la vie me confirmer si mon chemin est bon. Je sais pas encore si c'était la bonne façon parce que je misais un petit peu tout là-dessus. Si la vie... Je sais pas comment j'aurais réagi. Alors que ça aurait pu être ton chemin quand même, parce que ça arrive qu'il y a des obstacles. Oui. Puis... Heureusement pour moi, ça a mordu. On a eu 3 boîtes qui étaient intéressées à notre balado. C'est ça qui a confirmé que là, professionnellement, le changement, il fallait que je l'assume. Par la suite, je me suis inscrite à un cours à l'Institut national de l'image et du son. J'ai fait un cours en sonorisation pour confirmer de plus en plus. Et 6 mois, un cours intensif en sonorisation en télévision. Ça, c'était tout un pas de foi parce que il fallait que tu investisses sous et du temps que tu n'allais pas avoir de revenus. Là. Oui, j'étais terrorisée. En n'ayant pas aucune garantie. Là. Moi, je t'ai trouvé d'un courage. Tu étais très inspirante. Ça sortait pas de nulle part non plus. C'est que je reprenais encore une fois le chemin que j'avais délaissé à la fin de mon cégep. Je devais aller à l'INIS. Et j'ai bifurqué pour aller en travail social, finalement. C'est souvent ça, les portes, c'est que, tu sais, on dit souvent, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'il y a devant. Paradoxalement, souvent, ce qu'il y a devant, c'est qu'on retrouve des parties de nous qu'on a délaissées. En reconstruction, en tout cas, il y a déjà une voie qui se dessine, des choix qui se font, mais on n'est pas encore très confiant et très solide pour les défendre ou les mettre de l'avant ou les avancer avec... Avec force. Avec force, oui. Non, c'est ça. Je me sentais que les morceaux étaient là, mais je me sentais pas du tout solide et crédible. Oui. Et d'ailleurs, tu sais, notre balado, il était prêt depuis très longtemps. Là. On l'avait réfléchi, on l'avait rêvé, on l'avait... Et comme tu dis, il y a des boîtes qui ont été intéressées. Il y en a une un peu plus, de façon plus sérieuse, mais on se rendait compte que ça dénaturait un peu notre projet. Voilà. C'est comme si on était moins libre de le faire à notre façon. Il y avait trop de paramètres imposés. Toi, ça a été quoi, ta reconstruction? Bien, au niveau professionnel, dans ce nouveau travail-là, qui est beaucoup plus diversifié puis qui était plus proche de mes talents personnels, de création, de développement, de leadership. Je faisais pas juste de la thérapie, je gardais ça, mais je faisais toutes sortes d'autres choses. Fait que ça se rapprochait plus de mon être. Puis je suis toujours là, il y a heureuse d'y être, mais ça reste toujours au service quand même d'une institution, d'un projet. Et il y a des choses que je dois mettre de côté et que j'ai envie de moins en moins de mettre de côté, c'est-à-dire toute mon expérience de vie, ma formation. Il y a des choses que j'ai envie de partager, que j'ai envie de dire, que j'ai comprises, qui m'ont été utiles, que je vois qui sont utiles, que je répète à mes clients, client après client, puis je me dis, mais je devrais le dire globalement, je devrais écrire un livre, je devrais faire un comme l'espace liminal. Un podcast. Oui. Fait que oui, on veut écrire un livre sur l'espace liminal. On l'annonce, oui, en primeur. Mais, et tu sais, quand on parle de lueur, les glimmers. De glimmer, puis de frissons, quand je suis en train de faire le podcast, quand je pense à un livre, quand j'écris des choses, quand je pense à des projets personnels, il y a quelque chose qui vibre de tellement fort en moi que c'est sûr que j'ai besoin de faire de la place à ça et de ménager un peu plus aussi au travail pour me garder de l'espace pour ces choses-là. Je parle de ça, mais ça peut être la musique, la danse. J'ai besoin, moi, pour me sentir vivante, de ne pas être investie que dans le travail. J'ai besoin de vivre la vie, j'ai besoin de contempler la nature, j'ai besoin de m'émerveiller, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin d'avoir du temps pour mes proches. Dans le fond, toi, ce que dans la reconstruction, c'est que tu as compris que le travail, c'était juste un petit morceau. Oui. Parmi tant d'autres qui te nourrissent, mais que c'était vraiment pas un morceau...
sais, il y en a pour... Oui, il y a qui s'accomplissent principalement là-dedans. Puis moi, qui la se création, définissent. je pense que c'est le plus gros morceau de Non, mon moi, j'ai casse-tête. besoin de diversité. J'ai vraiment des facettes multiples dans ma personnalité. Et si j'ai pas de l'espace pour différentes choses, là, je m'éteins, rapidement, je sens que la vie a moins de sens. Fait que je le savais depuis longtemps, mais d'oser le faire, c'est autre chose. Puis là, comme la vie me l'impose, ben je me dis, je pourrais mourir dans un an, là. Puis j'aurais pas osé me créer cet espace-là, alors que c'est essentiel. Comme de dire, là, je me le donne maintenant, ce droit-là. Puis je sens même que les autres nous le donnent plus, malheureusement. Tu sais, quand on a été vulnérable, c'est comme si les autres prennent plus au sérieux. Malheureusement, nos limites, ça devrait pas être le cas. Alors que c'est parce que si elle est tombée en dépression, c'est parce que c'était pas sain le rythme, puis on veut qu'il y ait des changements après coup. Fait qu'au niveau professionnel, je te dirais que c'est ça. Je suis en espèce de pré-contemplation, contemplation. Tu sais, j'ai comme un pied déjà dans T'es dans ça. ton avant? Oui, parce que c'est une boucle, hein, finalement, Ben c'est une oui. spirale. Mais c'est à la fois un choix là, que je dis, OK, je veux travailler moins, faire davantage de place à d'autres choses. Donc, ça aussi, c'est en reconstruction. Puis je te dirais que le plus gros morceau en ce moment de ma reconstruction, c'est la reconstruction de ma santé, autant physique qu'émotionnelle, parce tout ça est lié. Quel morceau dans cette reconstruction-là as-tu repris? Le cancer est venu ébranler ébranler d'abord ma sécurité de vivre. Il y a comme quelque chose qui devient... fragile. Qui devient, oui, c'est ça, épeurant, là, de le perdre plus tôt que ce qu'on avait pu imaginer, par exemple. Quand j'ai enlevé le pansement, après ma chirurgie, je me suis effondrée carrément. Là. J'avais été très résiliente jusque-là. Quand j'ai enlevé le pansement, puis j'ai vu mon sein mutilé en bleu, jaune, la multicouleur, inflammation, la cicatrice. Je me souviens d'avoir été dévastée, de voir ça, mais de me dire, puis en plus, j'ai vu ça dans un contexte de nouveau célibat. Fait que c'était très difficile, puis j'ai réapprivoisé ce corps-là. Puis maintenant, je peux vraiment dire, ça s'est fait de façon progressive, mais que mon sein, je le vois comme un signe de guerrière, puis je le trouve pas moins, même, il est presque plus cute que l'autre. C'est très drôle. Non, mais il y a une bonne cicatrice, là, ça laisse une trace. Puis au départ, mon réflexe, c'était de vouloir la cacher par un tatou. Ah? De vouloir en faire une œuvre d'art. Puis je suis pas contre l'idée, mais je n'en sens plus le besoin aujourd'hui. C'est comme sinon, cette cicatrice-là, elle est le signe de mon histoire, un signe de guerrière. Mais comment tu as changé cette perception-là? Je le voyais comme ma féminité qui était... je l'appelais souvent mon sein mutilé. Je dis, j'ai un sein mutilé. Puis c'est comme si c'était une atteinte à... J'ai perdu de ma féminité. Je pense que ça m'aidait de le nommer comme ça. Moi, j'ai un sein mutilé. Mon corps est plus le même. Ma féminité a été atteinte, a été comme attaquée. Mais le fait d'avoir passé au travers, c'est comme si maintenant, je le vois comme non, j'ai été forte de vivre tout ça. C'est comme le cancer est venu à l'intérieur de moi, puis c'est plus le signe. C'est pas comme, OK, je suis moins féminine, c'est j'ai eu une histoire difficile, mais je suis encore là. Mon sein est encore là. Il pointe encore vers l'avant. Puis encore envie d'être désiré, puis encore envie de participer à la vie activement, à la sexualité. J'adore ça. Il y a comme une vie, lui, tout ça, on dirait. J'adore ça. Tu l'as personnifié. C'est comme une partie de toi qui te fait vivre. Mais c'est drôle, mais je le vois vraiment plus fort que l'autre. Oui. Je le vois comme plus ça. Comme... L'autre, il est timide à côté. Il n'a pas fait ses preuves. Dis-moi, je suis ordinaire. J'ai pas grand-chose à raconter. J'ai une vie simple. Mais l'autre, il y a quelque chose, là. Il y a un petit quelque chose de spécial. Oui. Ça reste sa cicatrice. J'adore ça. Mais est-ce que c'est ça, la croissance traumatique? Mais je pense que oui, parce que je disais toujours dans mon discours, ça a été la pire année de ma vie, là. Ma cinquantaine, 2023. Puis c'est encore vrai théoriquement, mais je ne le sens plus comme ça. C'est ça que je trouve bizarre. C'est quand je repasse, puis je me dis, je pourrais le nommer encore comme ça, que ça a été la pire année de ma vie. Pourtant, je suis reconnaissante. Tout
tout ça m'a construit, tout ça fait la personne que je suis aujourd'hui, plus sensible, plus empathique, plus compatissante, plus libre, plus affirmée, plus solide, tellement de choses que je peux plus dire que c'est la pire année de ma vie. Je peux dire que ça a été une année vraiment exigeante. Mais je suis tellement reconnaissante pour tout ce que j'ai appris, pour tout ce qu'elle m'a permis de goûter en termes de compassion, de bienveillance autour de moi, de soutien, d'acceptation, de découverte. J'ai eu l'impression de m'affranchir de tellement d'affaires, de retrouver mon développement, de faire des bonds de géant. C'est comme si la croissance a été à la mesure de la souffrance. Oui, c'est ça. Puis aujourd'hui, c'est comme si quand je le dis, ça reste des mots, mais c'est plus mon expérience affective. Il y a toujours des choses dans cette année-là, là, quand je pense à ma séparation puis l'impact pour mes enfants, je suis toujours aussi triste. Mais globalement, je me sens vraiment en épanouissement. Puis c'est comme si les circonstances ont moins d'importance. Ce qui devient le plus important, c'est comment je me rapproche de la personne que j'ai toujours voulu être. Oui. Je me rapproche de ça, de la façon de vivre ma vie aussi. Complètement. J'adore comment tu dis, la façon de vivre la vie. Quand on a envoyé nos 2 pitchs, j'avais jamais fait ça, là. Mais non. Tu te sens syndrome de l'imposteur. Ben oui, tu peux être à côté de la plaque. Ben, c'est ça. Tu prends des risques. Moi, je décide de présenter ça comme ça. Puis ça, c'est ce qui me ressemble. Je me souviens, je faisais toujours lire les trucs à Philippe et était là, vraiment pas. Je me disais, parfait, c'est pas bon. Mais j'ai réalisé que on n'écrit vraiment pas de la même façon. C'est ça. Il n'y a pas non plus la vérité. Non. Fait que c'est toute cette nuance-là. Puis aussi, l'autre nuance importante ou équilibre à avoir, c'est ça se peut qu'à un moment donné, un de mes projets que je présente soit vraiment pas reçu, soit pas à la hauteur. Oui. Ça veut pas dire que c'est pas ma place. Puis en même temps, on veut pas non plus assumer que c'est notre place. Fait que c'est toute cette espèce d'équilibre-là qu'il faut avoir, de dire, je vais être à l'écoute des critiques, puis en même temps, je vais continuer à me faire confiance. C'est d'accepter d'être, on appelle ça d'être green, là, tu sais. Oui. Quand tu arrives dans un nouveau milieu, non, je te recommence pas à la base, mais oui, j'étais green. Oui, puis je le suis encore. C'est ça. Donc, puis à toutes les fois que je présentais quelque chose, qu'on me disait, ça c'est cool, ça, il faut refaire ça, mais je me dis, OK, ça c'est la première marche. Puis j'avais tout ça qui était bon. Fait que la deuxième, écoute, elle va être encore plus haute. De voir vraiment les étapes. Puis ce que je me souviens de toi, c'est que dans ce processus-là, tu savais que pour devenir une scénariste, il fallait que tu reçoives un montant important de critiques qui allait être menaçante pour l'ego. Et quand tu les recevais, c'était difficile. Mais je me souviens que tu disais tout le temps, mais c'est ça. C'est ça le processus. Je peux pas faire autrement, là. Puis c'est ça qui va me construire. Ben oui. Moi, je voulais ça. C'est que je voulais, avec l'INIS, être confirmée, validée, mais en même temps, je le savais que ça pouvait pas venir tout seul. Je suis pas un génie, là. C'est ça. Je le savais. Tu peux pas savoir, tu peux pas avoir 10 ans d'expérience quand tu commences. Mais je voulais être dans un environnement sain de construction. T'sais, j'avais besoin de guides en qui faire confiance, que ça soit sain, cette construction-là. Je savais que je pouvais recevoir toutes les critiques dans cet environnement-là. Il faut être patient, il faut se donner du temps. Oui, puis je me disais toujours, plus je vais être branchée sur moi, plus je vais être branchée sur ce qui fait du sens, plus que je vais savoir qu'est-ce que je dois améliorer, puis que je vais avoir aussi les arguments. Tu dis, non, ce projet-là, il va être fait comme ça. Et voici les raisons pour lesquelles il va être fait comme ça. Tu apprends à un moment donné que ta voix est importante, ta vision est importante, parce que tu gagnes en maturité, en expérience un petit peu, puis t'es pas dans un tout ou rien. C'est avec calme et solidité que tu peux t'affirmer. Dans toutes les sphères. Puis dans ma vie personnelle, c'est la même chose. Exprimer mes besoins, dire ce que je veux, c'est devenu de plus en plus solide. Comment ça s'est passé, cette reconstruction-là? Avec ta famille? Comment t'as fait pour te reconstruire dans ces relations-là? C'est sûr que le fait que je me sépare et éventuellement que je retrouve un nouvel amoureux, ça a choqué, ça a dérangé, ça a inquiété des membres de ma famille, puis des choses qui m'ont vraiment ébranlée. Mais j'ai pu apprendre que tout ça, ça parlait davantage de ces personnes-là plutôt que de moi. Et il y a des gens qui ont pu s'excuser, qui ont reconnu après coup leur attitude.
Est-ce que c'est des enjeux qui étaient soulevés pour eux-mêmes? D'autres n'ont pas su le faire, mais ont pu s'ajuster dans certains comportements. Mais c'est sûr que moi aussi, à l'intérieur, ça a amené que j'ai dû faire un détachement de certaines personnes, puis faire de la place à des gens qui ont plus les qualités que je recherche, qui ont plus la capacité d'amour qui se vit en action. C'est ça. Quand j'ai vécu, dans le fond, ma séparation, peu de temps après, j'ai eu le diagnostic. Je ne savais même pas si ça allait être définitif ou pas, notre séparation. J'ai espéré qu'il y ait une reconstruction. Éventuellement, j'ai compris que ça ne serait pas ça la voie et que ma reconstruction se ferait dans un autre couple ou peut-être pas dans un couple. Tu sais, je ne savais pas, mais qu'elle se ferait ailleurs. Au départ, j'avais besoin de profiter de ma solitude, de mon autonomie. Et moi, je me souviens quand Balbir t'a écrit ce que tu m'as dit. Je pense que lui, il a de l'intérêt. Mais moi, c'est un ami, là. Quand Balbir m'a proposé une date, tu sais, parce qu'on dansait déjà ensemble, quand tu danses, ben tu connais la personne, mais on se parle pas vraiment, là, tu sais, fait que il avait envie qu'on apprenne à se connaître plus, fait qu'il m'invite à une sortie, puis moi, j'ai dit oui, écoute, avec grand plaisir, parce que j'avais vraiment envie d'apprendre à le connaître, mais je lui disais, écoute, moi, c'est amicalement, là, tu sais, je suis pas du tout, tu sais, j'avais encore de la radiothérapie, je savais pas encore si j'allais avoir de la chimiothérapie, donc j'étais très ouverte à me rapprocher des gens, puis à apprendre à les connaître, mais je me sentais pas encore prête à faire ce choix-là, tu sais, à ouvrir une porte, puis à m'y engager. C'est ça. Mais il m'a charmée. Écoute, je suis arrivée à ce souper-là. Je sentais pas qu'on était dans la séduction, ni l'un ni l'autre. Et c'est ça qui m'a profondément séduite. Mais oui. Parce qu'il y avait quelque chose d'authentique. Tu sais, c'est comme si la base, la fondation de la maison, il y avait plein de choses qui avaient été construites dans mon désir de qu'est-ce que je veux, moi, être davantage. Puis là, avec cette personne-là, je sens que je peux être totalement authentique. Je peux être à la fois complètement fofolle et très sérieuse. Il voyait les différentes parties de qui j'étais, puis il ne se sentait pas menacé. Je le sentais très solide. Et lui-même, il faut que je te raconte une petite anecdote, mais pendant notre souper, on parle d'un nouveau cours de danse que je prends de Kizomba, puis il dit « Ah, moi aussi, j'en ai fait un peu. Viens, on va l'essayer. » Il m'amène dans le hall, il met de la musique. Juste vous deux? Oui, il met de la musique. Non, ça, là, on c'est se met à danser la Kizomba, alors que c'est pas notre danse qu'on connaît le plus, là, tous les deux, mais on l'essaye ensemble, donc on est débutants. Et là, je dis, OK, lui, il est juste libre d'être authentique. Il a envie de l'essayer. Il n'y a pas de contraintes. Tu sais, il y en a qui nous trouvent weird, mais tu sais, c'était vraiment aligné avec tout le travail que je faisais de pouvoir être plus proche de mes envies, d'être authentique, libre, tout ça. Fait que dans le film, ça dit « You had me at Hello ». Lui, il had me at Kizomba. Oh, wow, j'adore. Puis là, ben, la première chose que je lui ai dite... quand lui m'a dit, tu sais, qu'il dit, je veux pas te faire peur, mais tu sais, ce que je veux, c'est une relation sérieuse, à long terme, je veux m'engager. Puis là, j'ai dit, bien, écoute, ça me fait pas du tout peur parce que c'est complètement ce que je veux lors d'une prochaine relation amoureuse. Je crois toujours en l'engagement puis en l'amour. Tu sais, ça n'a pas tué mon désir puis mon espoir de vivre ça, la rupture. Mais je lui ai dit, écoute, je me sens pas du tout là, à l'étape d'être capable de faire un choix ou de m'engager tout de suite. Puis je me suis tellement engagée, justement, et loyale, que j'ai peur de me coincer trop rapidement. Donc, je veux prendre le temps d'être à mon écoute. Je ne veux plus jamais, en fait, perdre cette ligne d'écoute directe à mon gut, toi. moi. Oui. C'est ça, mon soi profond, mes parties intimes. Mais finalement, ce qui m'a permis de lui dire oui, je te choisis, puis j'ai envie qu'on essaie ensemble, c'est cette sécurité-là que je me suis donnée de je ne me coincerai plus. Que ce soit une relation ou un travail ou un horaire ou peu importe, mais j'ai pas à avoir peur d'ouvrir des portes puis à m'y engager parce que je vais rester à mon écoute. Puis si ça me convient pas, je vais pouvoir reculer. Je suis pas encore convaincue que je suis capable à 100%. Non, mais c'est ça l'affaire. Mais c'est ce que je veux, en tout cas. Je suis décidée, déterminée à faire ça. C'est ça, parce que, tu sais, il faut pas romantiser l'espace liminal non plus, là. Tout n'est pas parfait, là. Il y a encore plein de moments qu'il y a des patterns qui reviennent. C'est une croissance, mais c'est parce qu'on le sait. On le sait que le chemin, il est connu. Oui. Il est fait. Et on a maintenant une confiance en cette ressource-là en soi qu'on va se ramener. Oui. Puis on n'a plus peur du changement puis de l'espace liminal. Quand je disais au premier épisode que mon couple a été fragilisé, il a été fragilisé au point où est-ce qu'on a considéré à un moment donné se séparer.
Oui, puis explique-nous, qu'est-ce qui, dans ton changement, vous a amené à ça? Tout mon changement venait avoir un impact sur lui aussi. Oui. Au début, il était « on va s'en sortir ». Sa posture a bougé parfois. Puis toi, tu étais moins dans l'autre. Toi, oui. tu étais un peu plus centré sur toi, ce qui était nouveau. Pour écouter ma petite voix, ben, je devais me centrer sur moi. Puis je réalisais que tout d'un coup, j'avais pas écouté ces besoins-là. Et là, j'en voulais à mon chum de pas m'avoir vu. Peut-être juste expliquer aux gens, sujet-objet, c'est un jargon, mais dans le fond, ce qu'on veut dire par être objet dans une relation, être sujet, c'est quand on est un objet, on est au service des besoins des autres. Un peu comme dans la codépendance, où on est un objet maternant, ou un objet stimulant, ou un objet vitalisant, ou un objet rassurant, ou peu importe. Quand on est un sujet, c'est qu'on est là centré sur nos besoins, ce qu'on pense. On n'est pas juste là de façon adaptée pour l'autre. Et ça, pour toi, c'était nouveau. Puis t'en voulais à lui de ne pas t'avoir fait plus de place comme sujet, puis de t'avoir aimé comme bon objet. Ben oui. Puis là, c'est comme tu as pris responsabilité. Puis ça va déplaire, puis ça va le choquer. Parce que c'est pas... Tu sais, l'espace similaire, quand tu me dis, c'est pas romantique. Des fois, le changement, comme celui de devenir sujet, ben ça va ébranler. C'est ça. Tout ce qu'on avait vécu, nos difficultés des derniers mois, avait fait en sorte qu'on s'était un peu éloignés. Ben, à un moment donné, il s'est assis avec moi pour me dire « Écoute, j'ai besoin qu'on parle parce que notre couple, il faut il y a quelque chose qui se passe parce qu'il y a quelqu'un, une fille qui me chamboule, qui est venue rentrer dans mon cœur. Oh là là. Je suis même pas disponible pour en entendre davantage. Je tombe dans une colère, dans une rage. Un sentiment d'injustice, un sentiment, ça se peut pas, un choc, un nouvel espace séminal qui venait d'arriver, un bouleversement, une erreur de prédiction. Je ne pouvais pas croire qu'en me choisissant, c'était ma plus grande peur qui est en train de se jouer devant moi, là. Ma pire scène. Si je me choisis, je vais être abandonnée. C'était ça ma construction. Oui. Puis que là, j'avais raison. On va m'abandonner. Parce que quand je me choisis, on m'abandonne. Quand je suis pas bonne pour les autres, quand je suis pas à l'écoute, quand je suis pas dévouée aux autres, ben, on m'abandonne. Ouais. Je suis pas suffisante. Et là, ça a été l'effondrement. Et tout de suite, je suis allée chercher de l'aide d'une psychologue. J'ai écrit à un centre de crise, trouvez-moi quelqu'un. Et j'ai reçu cette aide-là, mais j'ai réalisé, OK, j'ai peur d'être abandonnée, puis finalement, mon conjoint m'a avoué qu'il s'était rien passé, que, il voulait me partager ça parce qu'il était inquiet de se sentir des émois émotifs pour quelqu'un, puis qu'il voulait pas ça, puis bon, c'est là que j'ai réalisé avec l'aide d'une psychologue ça remonte à où cette peur de l'abandon-là, peut-être besoin de plaire, puis je suis retournée dans l'enfance, évidemment, puis mon chum, par la suite, lui, il a fallu qu'il se réajuste pour que... Parce qu'il avait envie de te rechoisir, tu sais, c'est pour ça qu'il t'en parlait. Puis on a été C'était un moment de redéfinition. Oui. Où est-ce que j'étais prête à renoncer au couple. J'étais en reconstruction déjà. Oui. Avec certains morceaux. J'étais prête à dire au revoir. On est prête à assumer les coups, oui. de retrouver notre true self, notre soi authentique. C'est ça. J'étais comme, je peux plus revenir en arrière. Moi, je m'en vais par là et c'est ça qui s'en vient. Et puis, apprendre à exprimer mes besoins et à ne pas assumer que lui le sache d'avance. De savoir exprimer mes sentiments. Puis c'est là que ma psy m'a amené le livre « Les hommes viennent de Mars ». Les femmes viennent de Vénus, que je ne recommanderais pas. Parce que c'est vraiment un vieux jeu, mais le but de ce livre-là, de ce qu'elle me suggérait, c'est les lettres de sentiments. Moi, OK, ça vient de ce livre-là, ton truc de... OK, bien, il y a des bons dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. Non, mais il faut savoir trier. Mais c'est ça. En suivant cette lettre-là, tu prends un événement qui t'a blessé ou qui t'a fait vivre des émotions et tu vas décortiquer cette même situation-là, toutes les émotions qui peuvent y être rattachées. Tu as comme un modèle de lettre où est-ce que je me sens en colère parce que, puis là, t'écris, je suis enragée, pas quand tu, blablabla. Et tu passes la colère, la tristesse, la honte, l'inquiétude, la peur, la gratitude et puis l'amour.
tu fais une espèce de 360, ce qui fait en sorte que quand tu termines la lettre, tu es dans une émotion de gratitude, d'amour, de je te pardonne pour tel truc, ça m'appartient, ça t'appartient, puis il faut que je te l'adresse, mais tu n'es plus dans la colère du début de la lettre, tu es vraiment dans quelque chose de beaucoup plus ajusté quand tu la termines. Oui, parce que souvent, quand on est envahi par une expérience, notre expérience est restreinte. Tu sais, l'éventail de tout ce que tu viens d'énumérer est souvent très restreint, soit par notre personnalité ou notre histoire. Tu sais, ça va juste être une boule de colère, par exemple. Puis c'est comme si on n'arrive pas à faire de la place à d'autres choses. Fait que ça aide d'avoir cette maturité-là ensuite pour lui adresser les parties de la lettre que je jugeais nécessaires, puis dire, ben, je me sens comme ça, puis ça m'appartient. Ça, maintenant, je suis responsable d'être le sujet. Je suis responsable de dire ce que j'ai de besoin. Parce que mon chum n'est pas devenu meilleur pour me voir, mais maintenant, je m'affirme tellement qu'il me voit. Oui. Il m'entend. Parce que je vais parler, je vais m'exprimer. Elle a la nuance. Le changement part jamais de l'autre, il part de soi, tu sais. Puis c'est beaucoup plus simple pour lui de te recevoir là-dedans puis de te voir parce que c'est plus clair aussi, t'arrives moins confuse. Ben oui. Est-ce que c'est parfait? Non, on n'est pas encore rendu, on a plein de choses à adresser. J'aurais peut-être dû faire ces lettres-là parce que moi, j'ai passé plusieurs semaines ou mois, tu sais, dans la tristesse, dans la perte de cette relation-là, de beaucoup de colère, beaucoup de rage, tu sais, parce que même si tu te sépares, ça ne veut pas dire que tes quêtes envers l'autre sont terminées. Tu sais, ça n'a pas fonctionné, mais c'est comme si j'avais encore la quête d'être reconnue dans mes blessures, qu'ils les reconnaissent ou qu'ils les réparent. Dans un contexte de séparation, les deux, on est fragilisés, fait qu'on n'est pas dans un contexte favorable à être disponible à l'autre, là. Fait qu'il a fallu que je renonce à beaucoup de choses. Puis en reconstruction, je peux dire qu'enfin, il y a quelque chose de plus serein, de plus paisible. Quand je pense au fait que cet amour-là n'a pas duré, c'est terminé, surtout pour les enfants, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de... Il y a encore de la colère, mais comme si vraiment c'était déposé. Mais ce qui m'habite en phase de reconstruction, c'est beaucoup plus de regarder comment j'ai pu contribuer, moi, à cet échec, ou en tout cas à cette relation-là qui a pas fonctionné jusqu'au bout. Puis à avoir envie d'être plus dans le pardon, mais envers moi puis envers l'autre. Mais ce qui me vient en ce moment, c'est plus des vagues où je me dis « Ah, j'ai envie de demander pardon pour telle chose. » tu sais. C'est pas dans un but de reconstruire, tu sais, l'amour, la relation amoureuse, mais de nous reconstruire chacun individuellement quand même. Faire un peu plus la paix avec ça. C'est comme une façon pour que les morceaux dans notre reconstruction soient plus harmonieux. Tu sais, on est comme dans des élans de gratitude, on est comme dans des élans de responsabilisation, de courage. Mais je pense que toutes les morts dont on a parlé l'autre fois, tu sais, la mort à l'ego, la mort à la justice, tu sais, la mort à mes idéaux, la mort à... c'est comme si une fois que ça c'est fait, je pense que ça redevient disponible, de dire, OK, qu'est-ce que je peux garder comme bon souvenir? En quoi j'ai envie de contribuer au fait que ça devienne plus paisible? Okay. Oui, je pense que c'est une façon de reprendre du pouvoir aussi, je pense, par rapport à l'impuissance. Bien, tu sais, on parlait du changement, tu sais, d'accepter les choses qu'on peut pas changer, puis de changer les choses qu'on peut, là, tu sais, on revenait à l'espèce de prière, là, de la sérénité. Je pense que c'est un peu ça. C'est qu'on voit les choses qu'on peut changer en reconstruction, puis celles qui vont être, qui vont demeurer, puis on accepte, on est dans une gratitude. On a envie de pouvoir continuer notre chemin en délaissant certaines choses sur la route, certains morceaux, de dire ceux-là, j'en ai pas de pouvoir, justement, mais ceux que j'en ai, je vais le prendre. Oui, puis tu parlais, tu sais, toi, des lettres de sentiments. Moi, c'était mon journal de gratitude, tu sais, un journal qui s'appelle le journal 5 minutes, puis je le faisais systématiquement tous les jours. Tu sais, on parlait de croissance liminale. Oui, la croissance liminale. Puis ça m'a beaucoup, beaucoup porté aussi, là. Puis ça m'a beaucoup amené à voir qu'est-ce qui reste comme force, qu'est-ce qui reste comme présence autour, comme soutien, qu'est-ce qui reste comme émerveillement. Puis ça fait une grosse différence En reconstruction, on sort un peu de l'exploration, puis on voit les nouveaux visages, on voit nos entourages, on voit notre passé, on voit tout sous un nouvel œil, on dirait. Il y a plus de sagesse. Oui, plus de lucidité, moins de réactivité. Complètement. Fait qu'en reconstruction, c'est ça, on a fait des choix.
Puis ensuite, le prochain épisode, on va être dans la réorientation. Qu'est-ce que ça veut dire faire ce choix-là, l'assumer, s'y engager? C'est que là, c'est ça. On a trouvé une porte, on le sait. Pas tout à fait c'est la nôtre, mais on sent que oui, on l'ouvre, puis là, faut aller dans le monde. Il faut que ça se colle à la réalité et que ça perde un peu de son charme. Ça peut nous surprendre. Mais ça peut nous surprendre. Oui, ou un peu des deux. Un petit peu des deux. Merci de nous écouter, merci de partager, de nous écrire. On se retrouve pour l'épisode de réorientation. Oui, à bientôt.